Bonjour à toutes et à tous. Il est 16h20 et on commence le troisième panel de la journée. Avant, je tenais à faire un petit mot sur les communications de Mathilde Lechelet et d'Eva Belgarbi, qui nous sont vraiment invités à réfléchir aux démarches féministes des mises en mémoire. Comme elle disait Mathilde, il s'agit non pas d'un panthéon, mais plutôt des constellations car elles sont en vie. Donc, ces démarches inscrivent les constellations créatrices dans des lignées sororales, on les voit, celles qui font que le passage d'hier à demain devient aujourd'hui les paroles de nos sœurs. Comme disait aussi Joséphine Bacon. Devenues nos mères, nos sœurs nous ont légué leur héritage et nous ont appris à construire nos propres réseaux. Autour des filandres de la création s'esquissent ces différentes communautés qui signalent notre présence dans l'histoire. Ainsi, comme nous le rappelle Gisela Lopez, parce que nous sommes présentes, nous parcourons toutes les places du monde, traçant un arc-en-ciel avec nos couleurs de peau, des constellations avec nos regards, tissant d'étoiles, telles de laborieuses araignées. C'est donc sur les enjeux historiques inhérents aux communautés et aux réseaux que notre troisième panel va porter. Dans un premier temps, Laure Nermel, guide conférencière et chercheuse doctorante, va nous parler des réseaux fébriles dans le 19e siècle anglais, sa communication Sisters in Art, communauté, dépendance et rivalité des créatrices à l'époque victorienne, retrace l'historique des collections et des expositions du cercle pré-raphaélite pour proposer une nouvelle définition du matrimoine britannique. Cette communication sera suivie par la présentation de Chloé Konan-Kouaked, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Limoges, qui nous offre sa réflexion sur le rôle des dispositifs médiatiques dans la construction des communautés artistiques contemporaines. Sa communication, intitulée « Identification et structuration des lignées artistiques des femmes, les rôles des podcasts », s'intéresse donc à ces constellations naissantes et en devenir. Nous avons donc deux merveilleuses communications, dont la première commence dans un instant. Avant, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec les conférencières au travers du pad, dont le lien d'accès est mis en commentaire sur YouTube. Vos questions seront lues durant l'espace consacré aux échanges. Là, je cède ma place et j'étends le bâton à Laure Nermel pour continuer à chasser. Donc, c'est à toi, Laure. Merci beaucoup, Maryse. Est-ce que ça va? On m'entend bien? Oui, c'est bon. Alors, je vais juste partager l'écran. Voilà. Et il faut juste que j'active le diaporama. Voilà. Ok, super. Ouais, c'est bon. Donc, tout d'abord, merci beaucoup aux jazzeuses pour l'organisation de ce colloque, en dépit de tous les aléas de la situation actuelle. Alors, ensemble, on va rester dans le 19e siècle, mais je vais vous faire traverser la Manche pour vous emmener dans l'Angleterre de la reine Victoria, en me concentrant essentiellement sur la seconde moitié du 19e siècle. Et ensemble, on va explorer les réseaux, les communautés d'artistes fans, mais aussi leurs rivalités. Je vais parler essentiellement d'art visuel, de peinture, avec une petite incursion dans le domaine des arts décoratifs. Et j'espère que vous allez pouvoir faire plus ample connaissance avec ces noms qui sont assez mal connus en France. Et mon propos va s'organiser en 3 temps. D'abord, je vais vous parler des lieux de sociabilité d'un secteur en pleine mutation qui est le domaine artistique. Ensuite, je me pencherai de manière un petit peu plus précise sur ces communautés et réseaux alternatifs de créatrices. Et puis enfin, pour finir, là, je vous parlerai véritablement d'action politique et de militantisme. Voilà. Donc, dans le domaine de la recherche des études victoriennes, souvent, quand on parle des espaces de sociabilité de manière assez large, on emploie le terme de separate spheres, les sphères séparées. C'est-à-dire que dans l'Angleterre victorienne, vous avez un cloisonnement qui est de plus en plus marqué dans l'espace public et privé entre le domaine qu'on appelle féminin et le domaine qu'on appelle masculin. En gros, la femme est cantonnée au rôle de sainte, de mère ou de fée du logis, et c'est ce que vous pouvez voir ici dans l'ouvrage du critique et mécène d'art John Ruskin.
D'ailleurs, je vous demande de m'excuser pour mes traductions qui sont plus qu'approximatives parce que pour la plupart de ces ouvrages, alors celui-là, ce n'est pas le cas, mais la plupart de ces ouvrages sur lesquels mon propos s'appuie n'ont pas été traduits. Et l'Angleterre victorienne, c'est aussi une époque où il va y avoir une prolifération de manuels destinés aux jeunes filles pour apprendre à dessiner, comme ceux de Jane Loudon, qui va encourager, elle, la peinture florale ou le paysage, mais en tant que loisir d'agrément. Et la réception de ces œuvres est soumise à des préjugés essentialistes. Donc, on pense que, en gros, je schématise, hein, mais que les femmes ne peuvent qu'imiter ou œuvrer dans le domaine de l'artisanat. Et les qualités qui sont soulignées, c'est la délicatesse, le sentiment, l'imagination, comme si leur créativité était le miroir de caractéristiques soi-disant biologiques. Mais en même temps, vous avez une professionnalisation accrue de la pratique artistique. C'est-à-dire que vous avez une sphère culturelle qui est de plus en plus investie par les femmes. Pour vous donner quelques chiffres, en 1841, vous avez 278 femmes qui sont enregistrées en tant qu'artistes peintres. Et ce chiffre va passer à 1069 en 1871. Et d'ailleurs, à cette époque, à ce moment-là précis, elles vont représenter à peu près un quart de la profession. Et sachant que c'est des chiffres qui sont à prendre avec beaucoup de précautions parce que toutes les artistes ne vont pas forcément s'enregistrer, enregistrer leur profession dans les recensements. C'est aussi une époque où la figure de la créatrice devient un archétype de la culture littéraire et visuelle. Et cette œuvre de Emily Mary Osborne, alors d'après l'historienne Deborah Cherry, ce serait la seule image d'une artiste qui vend le fruit de son travail à cette époque. Alors vous voyez, ici, elle est vraiment au centre de la composition et elle est en attente du prix que va lui donner le marchand. Alors avec cette œuvre, Osborne insiste sur l'inégalité des genres dans la sphère artistique et aussi pour vous montrer qu'il y a une forme de réseau qui va s'établir au niveau du mécénat. C'est une toile qui a été achetée par une aristocrate qui s'appelait Lady Chetwynd pour 250 livres. Il va y avoir aussi tout un tas de publications. Vous avez l'Irlandaise Ellen Clayton qui va publier en 1876 English Female Artists, des mémoires, des biographies d'artistes. Et souvent, la figure qu'on va voir qui est le grand modèle féminin pour ces créatrices, ça va être Angelica Kauffman, qui est une des fondatrices de la Royal Academy en 1768. D'ailleurs, c'est souvent le modèle qu'on va invoquer quand on va décrire les œuvres de Henrietta Rae. Et c'est assez paradoxal parce que Rae, ça va être une artiste qui va œuvrer dans les mêmes cercles qu'un autre artiste masculin qui s'appelle Frédéric Leighton, qui est un grand académicien de l'époque. Et finalement, on va la percevoir beaucoup plus comme une nouvelle Angelica Kauffman, plus que la rivale de Frédéric Lord Leighton. Et lorsque Leighton voit cette œuvre, sa psyché, en fait, la critique très sévère qu'il va établir à l'encontre de ce tableau, qui est réalisé sur des dimensions assez monumentales, prouve bien et montre bien finalement qu'il y a une certaine forme de peur pour cette concurrence féminine qui arrive sur le devant de la scène artistique. En ce qui concerne les formations de ces créatrices, alors ça s'exécute beaucoup dans l'environnement familial, dans des milieux lettrés, de la classe moyenne, de la bourgeoisie, de la noblesse. Elles peuvent aussi se tourner vers un enseignement privé auprès d'un homme de manière plus ou moins officielle. Les couples d'artistes, comme vous le voyez ici, sont fréquents. Ici, c'est l'exemple des Ward avec Henrietta qui va épouser son maître en 1848 et qui va former avec lui une sorte de partenariat quasi égalitaire. Mais on voit quand même que la dépendance des hommes pour faire carrière et pour assurer sa promotion est assez essentielle. C'est une dépendance qui peut avoir des effets assez ambivalents. Alors ici, on a l'exemple de Ruskin qui va émettre une critique très virulente à l'égard d'une toile exposée à la Royal Academy d'une artiste qui s'appelle Anna Mary Howitt. Et en fait, c'est vraiment cette critique qui va la conduire à cesser sa pratique artistique pendant un certain temps, qui va aussi affecter durablement sa santé mentale. Et lorsqu'elle va reprendre sa pratique artistique, en fait, elle va dire que ça va être sous l'influence de forces extérieures parce qu'elle s'est tournée pendant cette période vers le spiritisme.
Alors, à cette époque, la Royal Academy, en tant qu'espace de formation, est toujours inaccessible aux femmes, du moins jusqu'à 1860. On peut avoir d'autres alternatives pour se former. Il y a la petite académie de Sass, il y a l'académie de Lee, où l'admission est moins stricte, moins chère et l'apprentissage est moins scolaire et plus horizontal. Et puis, vous avez aussi les écoles de design. Alors, l'école de dessin pour jeunes filles, la London Female School of Art, c'est une école assez importante qui en plus est financée par une aristocrate qui va établir un système de bourse pour les artistes. Et puis, les écoles régionales vont se calquer sur le modèle de la London Female School of Art. Celle de Norwich, par exemple, va accueillir des artistes autodidactes ou même issus de la classe ouvrière. Et Gertrude Offord, qui œuvre, qui est formée là-bas, va devenir professeure assistante, ce qui va lui procurer une source de revenus et une certaine forme d'indépendance. Et enfin, en 1871, on aura l'ouverture de la Slade School of Art. La première année, c'est un tel succès qu'il va y avoir plus de candidatures féminines que masculines. On y entre sur dossier, c'est un système mixte, comme vous pouvez le voir ici sur la gravure. Et en général, on y reste pendant 3 ans de formation à peu près. Mais en parallèle de ces formations officielles, vous avez en fait plusieurs communautés et réseaux alternatifs qui vont se constituer. Je vous ai parlé de Anna Mary Howitt. Anna Mary Howitt, c'est une peintre, mais c'est aussi une écrivaine qui, en 1852, va concevoir une utopie fondée sur un principe de sororité. Alors, les valeurs prônées, c'est la détermination, le travail, à l'encontre de l'identité bohème d'associations strictement masculines. Et elle va aussi s'inspirer de son expérience à Munich, où elle étudie avec Jane Benham, que vous avez représentée ici sur ce dessin. Et c'est aussi un moment où les deux artistes vont être rejointes par des amis comme Barbara Smith et Bessie Parks. Elle publie son roman feuilleton qui s'appelle Sisters in Art dans l'Illustrated Magazine of Art, et c'est l'histoire d'une orpheline qui s'appelle Alice Lowe, qui va progressivement s'émanciper de l'enseignement académique. Elle est soutenue par 2 créatrices plus âgées qu'elle, Lizzie Wilson et Esther Beaumont, et c'est un trio qui fait fi des limites imposées par l'âge et la classe sociale. Lizzie, par exemple, c'est la fille d'un tailleur très pauvre. Ces 3 femmes s'établissent au cœur du centre artistique londonien. Elles ne se marient pas et vont au bout de leur formation artistique. Et à la fin de l'histoire, elles adoptent la petite fille d'une de leurs modèles, à qui elles vont donner un prénom symbolique, Angelica. C'est une fille qui est élevée dans l'amour et la tolérance et qui va personnifier l'espoir d'autres artistes anglaises à venir. Et sur ce dessin réalisé par Barbara Smith, qui s'appelle Union Generation, vous avez l'image aussi d'une sororité, d'un front solidaire qui se bat contre l'esquisse d'un taureau, qui lui symboliserait la masculinité. Alors, de gauche à droite, vous voyez, vous avez Barbara Smith, ensuite la poétesse Bessie Parks, ensuite Jane Benham, l'artiste, et puis enfin Anna Mary Howitt. Et en fait, vous les voyez représentés avec les attributs de leur profession. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez les appuis-mains pour Smith et Howitt, la palette pour Jane Benham, et puis Parks qui brandit son carnet de notes comme des armes contre ce taureau. Barbara Smith, c'est un exemple assez intéressant pour nous parce que c'est aussi une artiste qui va organiser des excursions avec ses amis pour peindre sur le motif. Elle va parcourir avec elle la campagne anglaise. Et en fait, par ses congénères masculins, elle va être considérée quasiment sur un pied d'égalité. C'est ce que vous pouvez voir dans cette lettre de Dante Gabriel Rossetti à sa sœur. Mais pourquoi elle va être considérée quasiment sur un pied d'égalité? C'est parce que finalement, elle n'adopte pas le comportement qu'on attend d'une femme de son rang. Elle porte des vêtements masculins, elle se balade seule, sans chaperon, un peu comme Rosa Bonheur d'une certaine manière, qui se fait connaître en Angleterre avec la tournée de ses tableaux et la reproduction gravée de son œuvre. Et en Angleterre, Rosa Bonheur, ça devient vraiment le grand modèle d'émulation à la mode pour les artistes anglaises. D'ailleurs, vous avez la peintre
de fleurs, Martha Mutry, qui est baptisée la Rosa Bonheur des azalées par le critique d'art Frederick George Stevens. Il y a aussi une autre forme d'alternative que peuvent trouver ces artistes, c'est finalement rejoindre des courants avant-gardistes. Et c'est le cas du pré-raphaélisme. Alors, pour faire assez rapidement sur le pré-raphaélisme, c'est une confrérie qui est fondée en 1848 en opposition à la Royal Academy. Et ces artistes désirent revenir à un art plus proche de la nature en s'inspirant des primitifs italiens et flamands, c'est-à-dire la Renaissance d'avant Raphaël. Au départ, c'est une communauté qui est très secrète, mais qui reste très sélective et les femmes ne sont pas admises en membres en tant que telles, à part entière, mais en fait, elles sont progressivement associées au mouvement. Et ces femmes sont attirées par ce style parce que finalement, c'est un style en marge de la tradition académique. Ici, vous avez la toile de Joanna Boyce qui a reçu de très bonnes critiques lors de son exposition à la Royal Academy. Et en fait, El Jaiva, ça va être un modèle anglo-saxon pour ces femmes. C'est l'histoire d'une martyre saxonne qui est partie en exil après avoir divorcé et en fait elle s'est fait brûler le visage au fer chaud. Quant à Elisabeth Siddal, qui est l'artiste sur laquelle je travaille pour ma thèse, elle va adopter une technique assez singulière où elle pratique l'aquarelle presque à sec sur le papier. Elle a un style qui va se distinguer aussi par des figures assez anguleuses dans un espace pictural comprimé. Et finalement, les hommes du cercle pré-raphaélite apprécient le manque d'instruction formelle de ces femmes et vont les encourager à exprimer leur créativité et à réaliser des travaux d'imagination. Ceci dit, entre les femmes du cercle pré-raphaélite, vous voyez que il y a certaines frictions. C'est une concurrence d'abord qui va être entretenue par les hommes. C'est ce qu'on peut voir dans la lettre de Gabrielle Rossetti à sa sœur. Et puis aussi entre ces femmes elles-mêmes. L'exemple de Siddal est assez édifiant à ce titre parce que manifestement, c'est quelqu'un qui ne s'entend pas forcément avec sa belle-sœur. Pour la petite histoire, Siddal, c'est la compagne et puis ça devient plus tard la femme de Rossetti. Et c'est quelqu'un qui ne s'entend pas vraiment aussi avec sa belle-mère. Et avec ces deux autres femmes, avec Christina et Frances Rossetti, elle va avoir des rapports assez distants et en fait maintenir cette sécheresse avec elle. Siddal, c'est aussi quelqu'un qui va être mis à l'écart du groupe féminin que constituent Howitt et Smith et que fréquente activement Rossetti. Finalement, elle est plutôt considérée par elle comme une modèle, pas vraiment comme une consoeur artiste. Alors, il y a des raisons de santé, comme vous pouvez voir, mais aussi, ça a certainement trait à sa classe sociale qui est légèrement inférieure à celle de Smith et de Howitt. Smith et Howitt, pour continuer à parler d'elles, ce sont des femmes qui vont être très actives dans la campagne contre la Royal Academy. Tout commence dans l'atelier d'Eliza Fox dans les années 40 et en fait, ça va être des femmes qui vont se rendre aux conférences publiques de la Royal Academy. Alors, en début 1859, elles vont envoyer des lettres à la revue The Athenaeum et puis ensuite signer une pétition. Et ici, vous voyez les noms de ces femmes. Il y en a eu 38 en tout qui ont envoyé cette pétition à la revue et puis ensuite aux académiciens. Elles vont aussi s'appuyer sur des personnalités comme la critique d'art Anna Jameson et en 1861, l'Académie est ouverte aux femmes, mais de façon assez limitée parce que vous avez des exclusions qui vont persister. Elles ont des difficultés finalement à s'élever dans la hiérarchie. Martha Mutry est nommée, par exemple, pour faire partie du comité de décision en 1869. Et finalement, il faudra attendre 1922 pour qu'une femme soit élue académicienne à part entière. Et en fait, tout au long des années 1880-1890, vous allez avoir des pétitions pour avoir accès aux cours de nu de modèles vivants, ce qui va être possible en 1893, mais caleçonné en fait, donc pas complètement nu. Une autre alternative qui peut s'offrir à ces créatrices, ça va être de rejoindre la Society of Female Artists, qui est créée en 1856
par une biographe, par une critique d'art et une chanteuse, dont vous avez les photographies ici, donc Elizabeth Eastlake et Jenny Lind. Et même si ça va être un tremplin à la création féminine, finalement, vous voyez dans les critiques qui sont adressées aux expositions de cette association, que, en fait, on déplore l'absence d'artistes célèbres. C'est une association qui va être perçue assez marginale, mais qui va quand même fournir un modèle pour la Manchester Society of Female Artists en 1879. Et là, c'est une autre association locale qui, elle, va avoir toute son importance, puisque c'est vraiment l'organisation de cette association qui va permettre l'intégration des femmes à l'Académie de Manchester quelques années plus tard, en 1884. Ce réseau dans le nord de l'Angleterre se traduit aussi par tout un réseau de portraits féminins que ces femmes vont s'échanger en gage d'affection. Vous voyez ici le portrait qui est réalisé par Swinnerton et qu'elle va offrir à Susan Dacre. En fait, il y a marqué sur l'œuvre à mon ami en français dans le texte. Et puis aussi, ce que j'apprécie dans ces deux portraits, c'est vraiment l'absence d'idéalisation des modèles. Il y a aussi tout un tas de portraits de militantes qui sont parfois des commandes de ces militantes. Alors, vous avez celui de Margaret Gillis qui va peindre Harriet Martineau, une sociologue féministe. Vous avez le portrait d'Elizabeth Garrett Anderson, la première femme à être diplômée en médecine en Angleterre. Et puis enfin, Emily Maria Osborne qui réalise le portrait de Barbara Smith. En ce qui concerne l'engagement politique de ces créatrices, le cercle qui se constitue tout autour de Barbara Smith, en fait, c'est un cercle qu'on va appeler le cercle de Langham Place parce que ça a lieu, les réunions ont lieu dans sa résidence et c'est vraiment là qu'on peut parler, je pense, de première communauté, micro-communauté féministe en Angleterre. On est dans les années 1850. Donc, elles se réunissent, elles vont discuter de la condition féminine, elles sont en faveur d'un amendement qui va passer au Parlement pour promouvoir le droit des femmes mariées à conserver leurs biens. Et elles vont aussi fonder un journal, le English Women's Journal, en 1858, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le domaine du travail. Ce sont aussi des créatrices qui vont combattre la prostitution. Et enfin, elles vont fonder une université, Girton College, en 1869, pour que les jeunes filles aient le droit à l'éducation et aussi pour avoir accès aux études supérieures. Ce sont des mouvements, des communautés qui vont avoir une forte influence dans le nord du territoire britannique, avec des artistes qui vont participer à des manifestations à Leeds, à Manchester, à Glasgow. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que cet engouement pour les droits des femmes, pour le suffrage féminin, ça ne s'effectue pas de manière uniforme. En fait, en 1869, vous avez la publication d'un article contre le suffrage féminin, donc ça s'appelle An Appeal Against Female Suffrage, qui va être signé par plusieurs artistes, dont une artiste assez établie, qui expose régulièrement à Londres depuis 1873. Il s'agit de Laura Alma Tadema, que vous voyez juste là. Et suite à cette publication, il va y avoir un autre pamphlet en réponse à cet essai qui est en faveur du suffrage féminin et qui, lui, va être signé par près de 100 créatrices. Le lien entre politique et création artistique va aussi s'exprimer dans le domaine des arts décoratifs. Le mouvement des Arts and Crafts va avoir une identité visuelle qui s'inspire du socialisme et qui aussi va prodiguer un emploi à de nombreuses femmes artistes. May Morris, dont vous voyez les œuvres ici, c'est quelqu'un qui est très actif dans la Ligue socialiste, qui va s'opposer au matérialisme économique et qui va aussi se positionner en faveur des droits des ouvriers. Sachant que cette activité politique et professionnelle n'est pas toujours facile à concilier avec la vie personnelle, et c'est pourquoi Louise Jopling, que vous avez ici dans son atelier,
abandonne en fait sa carrière pour s'engager auprès des suffragettes avec Sylvia Pankhurst. Et Sylvia Pankhurst, en fait, elle a étudié au Royal College of Art de Londres et à une école d'art à Manchester. Donc là, on voit vraiment la porosité entre le domaine politique, le militantisme et le domaine du design, des arts décoratifs. Donc, pour conclure, j'espère que vous avez pu vous familiariser un peu plus avec ces noms de créatrices. On a pu voir que voilà, la seconde moitié du 19e siècle, c'est vraiment le moment où il y a ces premières communautés féministes et réseaux féminins, mais qui ne s'effectuent pas de manière complètement uniforme. Il y a vraiment des résistances, des rivalités qui se créent. Et je pense que c'était quelque chose qu'on avait évoqué ce matin, cette notion de rivalité est quelque chose aussi à explorer parce que c'est là où on peut aller voir les failles de cette notion de sororité que parfois on a un peu trop tendance à coller quand on fait de la recherche sur les artistes femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laure, pour ton intervention, pour ta communication. Elle était très enrichissante.